Le sommet de l'OTAN va s'ouvrir le 14 juin à Bruxelles. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire et le rôle de cette organisation. C'est le 4 avril 1949 que le traité de l'Atlantique Nord est signé. Il comprend 12 États membres. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Islande, la Norvège, l'Italie et le Portugal qui est pourtant toujours une dictature sous Salazar. L'objectif est de contrer l'expansionnisme soviétique, donc de mettre en place la politique d'endiguement préconisée par George Kennan et de le faire grâce aux États-Unis. Seuls les États-Unis en effet sont en mesure d'assurer la défense des pays d'Europe de l'Ouest, ceux qui sont à l'ouest du rideau de fer qui a été mis en place au fur et à mesure par les soviétiques, parce que tous les autres pays européens, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus de la Seconde Guerre mondiale, sont incapables d'assurer leur sécurité. Et pour cela, les États-Unis font mettre fin à leur politique traditionnelle d'isolationnisme. Ils se sont rendus compte avec Pearl Harbor qu'elle n'était pas une sécurité, et donc ils vont s'engager en Europe et rompre avec l'isolationnisme qui les caractérisait depuis leur création. C'est l'article 5 du traité qui est le plus important, qui en est le fondement, puisqu'il garantit une assistance militaire automatique si un des pays membres est agressé militairement par un autre État. En 1949, l'URSS réalise un essai nucléaire, mais surtout, en 1950, c'est la guerre de Corée qui prend par surprise les Occidentaux. Et ces derniers craignent qu'elle ne soit que la répétition d'une attaque plus massive en Europe, parce que l'Europe reste bien sûr le champ majeur de la compétition Est-Ouest. Ils vont donc créer l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire doter ce traité de structures permanentes, civiles et militaires. Alors l'OTAN est structurée ainsi, il y a une structure de décision politique qui s'appelle le Conseil de l'Atlantique Nord et qui réunit les représentants de tous les États membres qui sont des ambassadeurs. Il y a une structure civile qui est dirigée généralement par un Européen, actuellement c'est le Norvégien Jens Stoltenberg, et une structure militaire qui est dirigée par un commandant en chef américain. Initialement, on disait de l'OTAN, et c'était le premier secrétaire général, un Anglais, qui disait que le but de l'OTAN est to keep the Americans in, de les garder en Europe, to keep the Soviet out, en dehors d'Europe occidentale, and the Germans down, donc de garder les Allemands contenus. Et dans la mesure où les Européens, les Occidentaux voudraient faire participer l'Allemagne à la défense commune contre l'Union soviétique, sans pour autant prendre le risque qu'elle ait une armée indépendante, l'intégration dans l'OTAN, après l'échec de la CED, qui va se réaliser en 1955, va permettre ce but. Il y a bien des militaires allemands, mais ils sont intégrés sous commandement dans l'OTAN. Auparavant, la Grèce et la Turquie, pays essentiels pour contenir l'Union soviétique, avaient été intégrés en 1952. C'est en réaction à l'adhésion allemande à l'OTAN que l'URSS va créer le pacte de Varsovie en 1955, même si auparavant les liens militaires de subordination existaient déjà entre tous les pays qui vont rentrer dans cette organisation. En 1982, l'Espagne adhère à l'OTAN, même s'il y avait déjà auparavant des liens bilatéraux de sécurité entre les États-Unis et l'Espagne de Franco. En 1959, De Gaulle arrive au pouvoir, il propose de créer un triumvirat pour diriger l'OTAN entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Washington refuse et De Gaulle va du coup prendre ses distances et avoir pour priorité de trouver plus d'autonomie pour la France. Il estime que sous la 4ème République, la France a trop été encline à suivre les États-Unis, que ceux-ci ne l'auront pas tellement d'ailleurs renvoyé l'ascenseur lorsque les choses allaient mal, et que le climat de coexistence pacifique rend moins nécessaire le fait d'être totalement dépendant des Américains. À partir du moment où la France a l'arme nucléaire, elle a moins besoin du parapluie nucléaire américain et elle a moins peur de l'Union soviétique. Elle peut parler, si ce n'est sur un pied d'égalité, au moins les yeux dans les yeux, tant face à Moscou que face à Washington. Et c'est pour cela que, le 7 mars 1966, De Gaulle écrit au président Johnson que la France se propose de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entravé par la présence permanente d'éléments militaires alliés ou par l'utilisation qui est faite de son ciel, et de cesser sa participation au commandement intégré et de ne plus mettre de force à disposition de l'OTAN. La France ne sort pas de l'Alliance Atlantique. Elle ne sort pas non plus de l'OTAN. Elle sort simplement des organes militaires intégrés. Le siège de l'OTAN qui était à Paris, là où est l'Université Dauphine aujourd'hui, déménage pour aller à Bruxelles. Et les bases militaires américaines également quittent la France. Mais juste après, dans la foulée, des accords entre la France et l'OTAN, les accords dits Eyre-Leminzer, signés au niveau des chefs d'état-major, va organiser l'éventuelle participation de la France à la défense commune du monde occidental en cas de guerre avec l'Union soviétique. Donc il y a toujours des liens militaires, mais c'est surtout un coup marquant pour montrer que la France n'est pas alignée sur Washington. Cela va donner à la France une position très spécifique,
qui va beaucoup lui servir parce qu'elle est à la fois l'allié des États-Unis, mais elle n'est pas soumise comme les autres pays occidentaux qui, eux, dépendent réellement de Washington pour leur protection. Elle n'est pas communiste, mais elle a des bonnes relations avec l'Union soviétique. C'est plus de 70 000 militaires américains qui étaient présents sur le sol français qui quittent la France. Dans les années 60, il y a aussi des débats déjà sur le burden sharing. Comment partage-t-on le fardeau? Les Américains demandent aux Européens de plus participer à l'effort commun de défense. Et donc l'OTAN a connu des crises, ce que Kissinger qualifiait de malentendus transatlantiques. Donc l'OTAN remplit sa mission parce qu'elle devait protéger les pays membres d'une agression soviétique. Elle les a effectivement protégés. L'équilibre des forces, la dissuasion, la garantie américaine a permis à l'Europe de vivre en paix. L'OTAN a connu la guerre froide, la détente, la nouvelle guerre froide entre 79 et 85, et puis avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, le climat change totalement. Gorbatchev veut réellement coopérer avec les Occidentaux, il veut dépasser le clivage Est-Ouest, il veut aller vers une vraie sécurité collective. Mais pour différentes raisons, il va échouer à rester au pouvoir, et d'ailleurs un de ses conseillers, Arbatov, avait lancé en boutade en 87 au pays de l'OTAN « Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'un ennemi ». Effectivement, l'URSS va disparaître, elle implose en décembre 91. La politique de perestroïka de Gorbatchev a réussi dans le sens où il n'y a pas eu de guerre et le clivage Est-Ouest a été terminé sans qu'il y ait un conflit. Elle a échoué dans le sens où il n'a pas pu se maintenir au pouvoir et réformer l'Union soviétique. On va donc rentrer dans un monde post-bipolaire, post-guerre froide. L'Allemagne va être réunifiée. À l'époque, il n'y a pas d'engagement formel et écrit, mais la plupart des dirigeants occidentaux promettent à Gorbatchev qu'en cas de réunification allemande, il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN à l'Est. Et Boris Yeltsin est très proche des États-Unis, donc mission accomplie pour l'OTAN. Que faire lorsqu'une alliance militaire a réussi son objectif et que la menace qui a suscité sa création a disparu? Souvent, elles disparaissent elles-mêmes. Mais les pays membres de l'OTAN ont décidé de la poursuivre, de la maintenir. Pourquoi? Parce que pour les pays européens, c'était une garantie de stabilité. Ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer à Moscou par la suite. Pour les États-Unis, c'était la garantie de rester une puissance européenne et de légitimer leur présence et donc leur influence sur les pays européens. Et puis surtout, les anciens pays du pacte de Varsovie, devenus indépendants, vivaient toujours dans la crainte de Moscou et ils demandaient à adhérer à l'OTAN, leur ancien adversaire, pour être protégés de l'Union soviétique. Et en 1994, il y aura même la signature d'un partenariat pour la paix, des liens s'établissent entre l'OTAN et Moscou. Au départ, Clinton refuse ces demandes d'adhésion des anciens pays du pacte de Varsovie parce qu'il ne veut pas trop charger la barque de l'OTAN, et puis notamment pour des raisons de politique intérieure, pour répondre à la demande des communautés d'origine des pays de l'Est citoyens américains, on va ouvrir des négociations sur l'adhésion des anciens pays du pacte de Varsovie. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque adhèrent dès 1999 à l'OTAN. Ils vont être suivis en 2004 par la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, les 3 pays baltes, et puis plus tard l'Albanie, la Croatie, le Monténégro et récemment encore la Macédoine du Nord. Moscou y voit la trahison d'une promesse et y voit surtout un sentiment d'encerclement. Les pays de l'OTAN disent que l'OTAN est une alliance défensive, que Moscou n'a pas à en avoir peur, mais Moscou voit des pays avec lesquels il est parfois en mauvais termes se rapprocher de ses frontières. Et l'OTAN, qui n'a jamais été mêlée à une guerre comme institution pendant toute la guerre froide, va faire sa première guerre en 1999 contre la Yougoslavie, de façon juridiquement très contestable, puisque évidemment la Yougoslavie n'a pas attaqué l'OTAN et qu'il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité qui permet cela. Pour lutter contre la répression au Kosovo, l'OTAN rentre en guerre contre la Yougoslavie, elle va aller jusqu'à bombarder Belgrade, les 19 membres de l'époque de l'OTAN restent unis, l'Allemagne participe d'ailleurs à cette opération militaire, et au bout de 78 jours, Milosevic capitule, c'est donc une victoire militaire pour l'OTAN. Mais il y a des victimes civiles dans la population yougoslave et même l'ambassade de Chine a été bombardée à Belgrade. Et cela va bien sûr accroître l'hostilité de Moscou à l'OTAN qui voit que, en ce cas, on ne peut pas parler d'alliance défensive puisque c'est bien l'OTAN qui a pris l'initiative du conflit.
Après le 11 septembre 2001, le Conseil de l'Atlantique Nord évoque l'article 5, puisque effectivement un pays membre, les États-Unis, a été agressé sur son territoire. L'OTAN s'engage contre le terrorisme, il va également s'engager en Afghanistan, qui est bien loin de la zone de l'Atlantique Nord, mais l'OTAN, en fait, depuis la chute de l'Union soviétique, n'a fait que élargir son champ d'action en termes de mission et en termes de géographie. L'idée, c'est de continuer à faire vivre l'Alliance et donc d'empiler des nouvelles missions pour montrer son utilité. En termes d'intervention militaire, l'OTAN va également être impliquée dans l'intervention en Libye par des frappes aériennes notamment. En 2009, c'est le grand retour de la France dans les organes militaires intégrés. Sarkozy l'avait annoncé dans la campagne électorale, la gauche y était opposée, mais la chose va passer sans trop de débats internes alors que les Français sont très attachés à la position gaulo-mitterrandienne de alliés mais non alignés sur les États-Unis, parce qu'il est vrai qu'à ce moment très précis, même si Sarkozy avait ce projet depuis longtemps, on est en pleine Obamania et que personne ne peut refuser quoi que ce soit à Obama. Les différents élargissements de l'OTAN, la mise en place d'un système de défense antimissile et la guerre du Kosovo avaient crispé la Russie et avaient fait douter la Russie de la bonne volonté de l'OTAN en termes d'alliance défensive. Mais les choses vont se durcir encore plus après la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie. Cette annexion est unanimement condamnée par les Occidentaux qui vont prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Et on assiste à une sorte de cercle vicieux depuis 1991. L'OTAN élargit ses missions, son influence et son territoire, la Russie se crispe, donc du coup l'OTAN muscle son dispositif pour répondre à la crispation russe, auquel répond une nouvelle crispation russe. Quand on regarde les perceptions, on voit bien qu'il y a en Pologne et dans les États baltes une peur existentielle de la menace russe, c'est bien sûr lié à l'histoire propre de ces pays et des relations qu'ils ont eues avec Moscou. Mais si on regarde les chiffres, on voit quand même que la Russie est un défi stratégique, un défi politique, mais pas un défi militaire. Les dépenses militaires russes sont de 60 milliards de dollars, les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN de 270 milliards de dollars. Mais l'OTAN a en fait dans son ADN le fait de voir Moscou comme une menace. C'est sa tradition, elle a été bâtie comme ça, les gens vivent ensemble depuis des années, donc finalement ça tourne un peu en boucle, et donc finalement la Russie est toujours présentée comme une menace existentielle, même si elle n'a plus la puissance de l'Union soviétique. Maintenant, la Géorgie et l'Ukraine demandent leur adhésion à l'OTAN, la France et l'Allemagne s'y sont opposés en 2009, ils s'y opposent toujours, c'était bien sûr un chiffon rouge pour Moscou. L'élection de Donald Trump a été un coup de tonnerre pour les membres de l'Alliance Atlantique, parce qu'on a vu arriver à la maison mère, à Washington, c'est bien sûr les États-Unis qui dirigent l'OTAN, un président qui doutait de l'utilité de cette organisation. Il reprochait aux Européens de ne pas faire leur part du boulot, de ne pas dépenser suffisamment pour leur défense. C'est le fameux burden sharing, le partage du fardeau de la défense, mais en fait c'est un débat qui existait déjà dans les années 60, lorsque les pays européens avaient retrouvé leur bonne santé économique. Les Européens, eux, évoquent parfois le power sharing, le partage du pouvoir. Et il est vrai que ce partage n'existe pas vraiment, parce qu'au-delà de la règle du consensus, l'alliance dans la démocratie, on sait bien qu'il y a quand même que les patrons, ce sont les États-Unis. Et ils l'ont toujours affirmé. Mais il y a un fort trouble chez les dirigeants européens. Trump traite l'Union européenne d'ennemie, et puis il met en doute l'article 5 qui est le fondement même de la crédibilité de l'OTAN. Et les pays européens se disent quand même qu'avec Trump, il faut peut-être prévoir un plan B et peut-être travailler un peu plus à une éventuelle autonomie européenne pour ne pas dépendre d'un président qui manifestement n'a pas beaucoup de considération pour les pays européens de l'OTAN. Et il y a aussi un problème avec la Turquie. La Turquie s'est attaquée aux forces kurdes syriennes qui avaient pourtant joué un rôle essentiel dans la fin de l'emprise territoriale de Daesh. La Turquie également achète des armes à la Russie et la Turquie fait des manœuvres en Méditerranée qui inquiètent l'allié grec. Tout ceci fait qu'Emmanuel Macron, qui s'est revendiqué dans la campagne électorale du gaulo-mitterrandisme, va évoquer en novembre 2019 la mort cérébrale de l'OTAN. La France, depuis De Gaulle et depuis Mitterrand, plaide depuis longtemps pour l'autonomie stratégique européenne. Les pays européens sont plus dubitatifs par rapport à cela, ils pensent qu'ils n'en ont pas les capacités, qu'il faut continuer à faire confiance à Washington. Bien sûr, Trump a introduit un très grand doute. Biden va venir rassurer les Européens, puisqu'il est, disons, un atlantiste classique. America is back va être son slogan, il va répéter, il est courtois avec les dirigeants européens, et le grand défi, c'est de savoir si les timides débuts d'autonomie ou de souveraineté européenne qui a été mis en place vont se poursuivre sous Biden ou non. Parce que l'autonomie ne s'oppose pas à l'alliance.
L'autonomie s'oppose à la dépendance, donc on pourrait très bien imaginer une Europe autonome alliée des Américains, mais qui ne serait plus dans une situation de dépendance vis-à-vis de Washington. On peut même d'ailleurs penser que ceci renforcerait l'alliance, parce qu'elle la rendrait plus égalitaire. Le grand défi maintenant pour l'OTAN, c'est la Chine. Moi, c'est le grand défi que l'OTAN se fixe à lui-même. Est-ce que la Chine est une menace militaire pour les pays européens? Non, mais on voit bien là que l'OTAN est effectivement une alliance très largement dominée par les Américains, puisque pour les États-Unis, le grand défi stratégique est la Chine. Est-ce que l'OTAN doit se donner comme mission de prendre en compte la menace chinoise? On voit bien que dans les textes de l'organisation et à ce sommet qui va s'ouvrir le 14 juin, il sera de plus en plus question de la Chine, mais dans ce cas, on va plus suivre un agenda américain qu'un agenda européen. Et 30 ans après l'implosion de l'Union soviétique, la dissolution du pacte de Varsovie, la fin du clivage Est-Ouest, on voit bien la tentation ou la tentative américaine de mettre en place un nouveau clivage qui unirait les démocraties d'un côté, donc les pays de l'OTAN, et puis en Asie-Pacifique, l'Australie, le Japon et l'Inde, contre les régimes autoritaires autour de l'alliance Russie-Chine. Alors oui, bien sûr, il y a des différences politiques entre les systèmes russes et chinois et nos systèmes, mais il faut se méfier des prophéties autoréalisatrices, parce qu'à force de désigner d'autres pays comme des menaces militaires, on peut effectivement créer un climat stratégiquement dangereux.